Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de l'INRA. On est sur le Salon de l'Agriculture, édition 2018, et le thème cette année ce sont les collections. Donc on va commencer tout de suite par faire un petit tour par la Corse, étant donné qu'on est au mois de février qui commence à faire très frais, on va essayer de voyager un petit peu. Donc je vous demande de bien vouloir nous suivre. Donc on va les découvrir en fait avec Yann, les collections des agrumes de l'INRA. Bonjour Yann. Bonjour. Donc si j'ai bien compris, il y a plus de 1000 variétés d'agrumes qui sont cultivées sur les parcelles de Corse de l'INRA, c'est ça? Qui sont conservés, oui. Il y a un conservatoire avec 1100 variétés sur 13 hectares. Et c'est une des plus grandes collections au monde qui représente bien la diversité génétique qu'on peut trouver sur les agrumes. D'accord, donc c'est la 4e plus grande, c'est ça? C'est une des plus grandes. C'est une des plus grandes et c'est la plus belle. Ah, je n'en doute pas. Donc là, on peut voir à peu près une trentaine de variétés exposées, c'est bien ça? Voilà, exactement. On a une trentaine, quarantaine de variétés qui représentent les ancêtres, les hybrides cultivés et aussi des choses un peu atypiques. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Je suppose qu'ils sont tous comestibles. Oui, tout est comestible, plus ou moins bon. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont aimer le sucre, d'autres plus l'acidité. Il y en a, on peut manger la peau, d'autres on ne peut pas trop manger la peau. Et voilà, donc là, on a des ancêtres. On voit des gros pamplemousses. On peut voir également des petites mandarines, les cédras. Ça, ce sont les espèces ancestrales avec les kumquats et citron caviar qu'on n'a pas, c'est pas la période, ni combava, c'est pas sa période. Et tout ça, en fait, c'est avec l'homme qui a véhiculé ces espèces ancestrales. Et ces espèces ont pu se croiser, ont été mises en relation, et elles se sont croisées, elles ont donné cette diversité génétique qu'on peut voir aujourd'hui. Par exemple, le pamplemousse rencontre la mandarine et ça donne l'orange amer. Plusieurs hybrides de pamplemousse, mandarine se recroisent, ça donne l'orange, et ainsi de suite. Le citron, c'est le résultat d'un croisement entre orange amer et cédra. Et voilà, donc c'est une histoire de croisement, ça c'est la première forme d'évolution. Et la deuxième forme d'évolution, c'est les mutations. Et les oranges sont vraiment l'exemple type de la diversité qu'on a pu acquérir par mutation, où on voit des oranges sanguines, des oranges jaunes, des oranges à pépins, des oranges sans pépins, avec le nombril précoce, tardive. Et là, il y a une diversité liée à la mutation. Merci beaucoup. J'ai cru comprendre que vous aviez une photo qui avait été prise ce matin de la parcelle sous la neige. Est-ce que vous pouvez nous la montrer? Alors, ce matin, il fait froid. Il fait relativement froid. Et regardez, ce qu'on nous envoie en provenance directe de Corse. On peut voir qu'il a neigé et que c'est un petit peu embêtant parce que les agrumes sont quand même gélifs. Et là, il a fait moins de 2 degrés. Donc on espère que la neige a protégé les fruits et qu'on n'aura pas trop de dégâts sur le verger. Mais sur les mandarines, ça doit passer. Sur les cédratiers, on sait qu'on va avoir des dégâts. Bon, espérons que les dégâts soient limités. Je vous remercie beaucoup. On va continuer ensuite, venez par ici, on va vous montrer. Donc on a un pôle qui vous permet de faire une visite à 360 degrés, donc avec un casque de réalité virtuelle, de ces fameuses parcelles de Corse. Donc si vous voulez faire la même expérience qu'a fait le président il y a quelques jours, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Donc on va continuer, on va repartir un petit peu de l'autre côté. Donc on va profiter de cette petite transition, justement comme là vous avez pu voir les vidéos 360 degrés. Si vous n'avez pas la possibilité de venir le faire sur le salon, vous pouvez aller le faire sur notre chaîne INRA. Pour la retrouver c'est simple, c'est INRA France. Mais vous pouvez aussi taper dans YouTube INRA 360, comme 360 degrés, et vous aurez du coup cette vidéo de la visite des parcelles de Corse. Vous pouvez également participer sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, là le thème du salon cette année c'est les collections et le thème de notre concours photo cette année c'est les collections. Collections au sens large, ça peut être juste un amoncellement d'objets, ça peut être une collection, voilà, des variétés, plein de choses. À vous d'interpréter, à vous de jouer. N'hésitez pas à participer donc sur Instagram. On va ensuite ici se diriger sur la partie des poissons. Donc bonjour Frédéric, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous présentez ici? Oui, bien sûr. Alors ici on présente ce que l'on peut faire à partir des écailles. Là je ne sais pas si vous pouvez voir, on voit des écailles et du coup avec ces écailles on arrive à voir par exemple l'âge. On peut faire regarder la croissance. On peut aussi faire des analyses génétiques parce que c'est des bouts de tissu où dessus il y a de l'ADN.
On peut voir plein de choses. Si le poisson s'est reproduit, enfin, toute son histoire de vie, on est capable de la reconstruire uniquement à partir de l'écaille. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez une collection de plus de 200 000 échantillons, c'est ça? Voilà, c'est une collection qui regroupe plusieurs collections en fait, à Thonon-les-Bains, Saint-Pé-sur-Nivelle, l'INRA de Rennes et puis l'Agence française pour la biodiversité. On a regroupé tous nos tissus d'écailles et en fait on en a fait une collection et on a 200 000 échantillons aujourd'hui en stock et qu'on alimente encore régulièrement et des échantillons qui datent des fois de plus de 40-50 ans. Donc ça nous permet de revenir très longtemps en arrière pour faire des analyses génétiques par exemple et de croissance. Si les poissons grandissaient plus vite avant, plus maintenant, on fait des tas de choses comme ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que les écailles sont toutes différentes les unes des autres ou elles sont toutes semblables selon le même individu? Elles peuvent être très différentes. Elles ont des formes différentes en fonction des poissons. Elles ont des structures différentes. Elles peuvent avoir des petits piquants. Si vous voulez, je peux vous montrer des petites images pour vous montrer certaines différences. C'est comme si vous avez le temps ou pas. Est-ce qu'on peut voir rapidement sur celles qui sont déjà présentes? Oui. Vous voyez, ici, c'est une écaille de saumon. On peut voir la partie, le saumon vit en rivière et part en mer pour grandir. Donc on voit la partie en rivière et après la partie en mer. On peut voir sur d'autres espèces comme celle-ci, là c'est une perche. En fait, quand on regarde une écaille, la partie qu'on voit sur le poisson, c'est uniquement la partie, cette partie-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà tenu une perche ou un bar dans la main. Et ben, c'est à cause de ces petits piquants. Donc on est capable de différencier les espèces à partir des écailles. Donc on a différentes sortes d'écailles. Là, c'est une écaille d'alose, ça ressemble à une grosse sardine en fait. Donc en fonction de leur forme, on est capable de définir les espèces. On est capable de voir s'ils se sont reproduits. On voit des accidents de croissance dans l'écaille. C'est lié à une reproduction. On est capable du coup de voir combien de fois ils se sont reproduits. D'accord. Merci beaucoup. C'est un bon soin. On va continuer tout de suite sur le stand. Donc sur la présentation des bourdons et des abeilles. Donc je vous laisse apprécier les fameuses maquettes qu'on a. Donc on est avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Donc vous nous présentez les abeilles et les bourdons, c'est bien ça? Oui, exactement. Sachant que en fait les bourdons appartiennent à la grande famille des abeilles. D'accord. Donc si j'ai bien compris, vous avez une collection d'à peu près 1000 individus, c'est ça? Alors là, on n'en présente qu'une partie. Mais en France, il existe presque 1000 espèces d'abeilles différentes en effet. Alors est-ce que toutes les abeilles font du miel? Alors seules les abeilles sociales font du miel, mais toutes les abeilles vont dans les fleurs et récoltent du nectar et du pollen. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment? Alors oui, donc là, vous allez avoir en maquette une abeille mellifère, qui est l'abeille domestique utilisée pour la production de miel. Une abeille va se rendre sur une fleur, va sortir sa langue et aspirer le nectar. Elle va remplir son jabot avec du nectar et retourner à sa ruche. Elle va ensuite recracher le nectar et le donner aux autres abeilles de la colonie. C'est alors que les abeilles de la colonie vont s'échanger le nectar, le déshydrater et y ajouter des enzymes, et c'est ainsi qu'elles vont produire le miel. D'accord, donc là on peut en voir en direct ce fonctionnement-là, c'est ça? Alors là, oui, ce qu'on a, c'est une colonie de bourdons. Donc la colonie de bourdons est constituée d'une reine. La reine pond les œufs, ce qui va donner la colonie avec les ouvrières. Et les ouvrières vont s'occuper du nid et notamment aller chercher le nectar dans les fleurs. Donc si j'ai bien compris, on reconnaît la reine à sa taille. Oui, exactement. La reine, ça va être la plus grosse. Alors là, je crois qu'elle se cache, évidemment. Mais la reine est le plus gros individu et c'est elle qui va pondre tous les œufs. D'accord. Merci beaucoup. Dommage qu'on n'ait pas pu voir la reine. On va continuer. Donc on va passer devant les champignons et les bactéries qui sont présentés ici pour se diriger vers le plastique. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup ce que vous présentez sur votre paillasse? Oui, bien sûr. Alors, on présente plusieurs choses. On présente surtout des... Alors, la thématique du stand, c'est valoriser la biodiversité. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de substrats, par exemple du compost ou de la paille,
ou par exemple les sols marins, et on isole des micro-organismes qui peuvent être des algues, mais qui peuvent être des bactéries ou des levures ou des champignons très divers. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que ces micro-organismes sont capables de faire, qu'on puisse valoriser. Donc on a toute une partie de développement dans notre laboratoire qui s'intéresse au plastique. Donc les plastiques ils peuvent être dégradés, réduits en poudre, carrément en monomère. Ça c'est fait par des enzymes qui ont donc été isolés par la biodiversité. Et ensuite ils peuvent être recyclés, ça c'est une première chose. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des enzymes qui ont été isolées de micro-organismes naturels dans l'environnement et on peut les intégrer directement dans la préparation des plastiques. Ici, par exemple, vous avez un sac plastique qui était témoin, qui n'avait pas été préparé avec de l'enzyme. Et ici, un sac plastique qui a été préparé directement avec de l'enzyme intégrée au sein carrément du plastique. Et vous voyez qu'en quelques jours, là il y a 80 jours, en quelques jours, avec simplement l'humidité de l'air, ce sac en plastique est complètement biodégradé. Donc les enzymes réagissent à l'eau. Voilà, il faut un petit peu d'eau ou d'humidité pour qu'elle soit activée si vous voulez, mais il faut pas non plus les tremper carrément dans l'eau, hein. L'humidité de l'air suffit. Et ce plastique, en fait, il est auto-biodégradable. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour éviter la pollution. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. On va poursuivre ensuite maintenant sur le fromage. On va se diriger vers la dégustation pour un peu de plaisir. Et pour observer du coup la différence entre les œufs, le fromage, etc. Donc je laisse pouvoir se placer pour pouvoir bien observer. Bonjour. Bonjour. Que présentez-vous sur le stand ? Alors nous présentons la diversité des animaux d'élevage qui est à l'origine d'une grande diversité génétique des animaux d'élevage, qui est à l'origine d'une grande diversité d'apparence des animaux, donc qui se voit à travers la diversité des œufs ou la diversité des plumes, de leur forme, mais de leur coloration aussi. Il y a une diversité des produits animaux, donc du lait qui est à l'origine des fromages, des œufs qu'on consomme, etc. Donc si j'ai bien compris, la forme, la couleur, tout ça c'est lié à la génétique de la poule et c'est pas du tout des additifs qu'on ajoute. Alors c'est en grande partie lié à la génétique de la poule, en effet, même si de temps en temps l'alimentation peut influer sur la couleur aussi. Mais nous à l'INRA, nous étudions beaucoup la génétique. Si j'ai bien compris aussi, donc ça ce sont des œufs de caille et il y a un certain pattern, donc une densité de tâches qui va dépendre de l'individu également. Oui, il y a une variabilité génétique à l'origine des patterns sur les œufs de caille, absolument, oui. Je vous remercie beaucoup. Donc maintenant qu'on est passé par les œufs et le fromage, on va se diriger vers le vin pour pouvoir aller observer les vins issus de vignes résistantes. Alors, 22. On est plus. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les vins que vous présentez aujourd'hui ? Alors les vins qu'on présente aujourd'hui, donc c'est des vins qui sont issus de nouvelles variétés, donc qui ont été créés à l'INRA. On a commencé ce projet de création variétale en 2000, donc il y a 18 ans. Et donc les vins sont issus de ces nouvelles variétés. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé des nouvelles variétés ? Parce que la vigne qui est produite donc en Europe est sensible à des maladies foliaires qui attaquent soit les feuilles et les raisins. Mildiou et oïdium, c'est deux champignons. Alors voilà, je vous montre, c'est du mildiou et on fait un certain nombre de traitements pour combattre ces maladies. Alors ça induit des pollutions de sol, c'est dangereux pour la santé, voilà. Donc en 2000 on a commencé ce projet de création variétale. Et donc il a fallu dans un premier temps chercher des espèces apparentées à la vigne qui étaient résistantes. Donc on a été chercher dans les collections INRA des espèces apparentées à Vitis vinifera, donc la vigne cultivée. Et on a trouvé donc des espèces américaines. Donc ici, Muscadinia rotundifolia qui vient de Floride, qui a la particularité d'être résistante à un certain nombre de maladies, dont les champignons, ou bien d'autres vitis ici américaines, Vitis riparia et Vitis rupestris. Il a été réalisé des croisements, entre autres à partir de la Muscadinia rotundifolia, par nos collègues de l'INRA de Montpellier, donc bien avant 2000. Et on est parti de ces croisements-là et de ces géniteurs. Donc il y avait déjà des gènes de résistance introgressés à partir de cette vigne sauvage. Et on a fait des croisements avec des vignes allemandes qui étaient déjà des variétés résistantes à l'époque.
Et puis 18 ans de recroisement et puis d'essais au vignoble pour avoir des qualités organoleptiques. Et aujourd'hui, ces vignes ont été inscrites au catalogue officiel et on peut donc goûter ces vins aujourd'hui. Donc les noms qu'on voit ici, Grenache, Artaban, Vidocq. Alors Grenache, c'est témoin. Donc Grenache, c'est une variété connue qui est plantée beaucoup dans le Rhône Sud et de tout le pourtour, surtout autour de Châteauneuf-du-Pape, en Provence et puis aussi dans le Languedoc. Donc c'est notre témoin. Et donc Artaban et Vidocq, ce sont les nouvelles variétés. Donc ces variétés-là, on les retrouvera sous ces noms-là dans les supermarchés par exemple. Exactement. D'accord. Donc si j'ai bien compris, ça permet aussi de réduire le traitement sur les vignes. Oui. Je crois que la moyenne est aux alentours de 15 traitements pour éviter ces 2 champignons. Et que là, on passera à un traitement unique, c'est ça? Unique ou 2 traitements maximum, oui. Donc il y aura un vrai impact sur l'environnement. Exactement. L'environnement et la santé humaine. Je vous remercie beaucoup. De rien. Donc voilà, on a fait notre petit tour du stand. Je vous laisse donc ici. Et je vous invite à venir nous retrouver donc sur le stand si vous pouvez passer dans la semaine, sachant que ça dure jusqu'au week-end prochain. Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, Facebook et également Instagram et YouTube, là où vous aurez sûrement vu cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter à un de ces endroits-là. Et surtout, je vous le rappelle, participez à notre concours photo sur Instagram sur les collections de l'INRA. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.